Bienvenue sur Unis dans la diversité, le podcast dans lequel chaque récit est un voyage vers le différent de soi, où la curiosité et le partage créent des ponts entre nos mondes. Ici, l'ouverture d'esprit guide nos pas et la créativité illumine notre route. Cher auditeur, es-tu prêt à élargir tes horizons, à te laisser surprendre par la richesse insoupçonnée de l'expérience humaine? Chaque épisode est un sésame peu inédit, un appel à voir le monde sous des angles jamais explorés. Rejoins-nous. Et si ça te plaît, partage au plus grand nombre. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie Laval et Virginie Delalande pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Et nous sommes ravis de revenir vers vous avec un tout nouvel épisode que nous avons choisi de dédier à la Journée internationale des droits de la femme que nous célébrerons le 8 mars 2024. Alors pour cela, nous avons choisi d'inviter deux femmes au parcours incroyable. Il s'agit de Marie-Éloi et de Kéra de Famille. Si vous ne les connaissez pas encore, je vais vous les présenter. Alors Marie, de ton côté, donc tu es fondatrice des Femmes de Territoire, Femmes de Bretagne, de Bouge ta boîte. Bouge ta boîte qui est un réseau professionnel, un réseau d'affaires 100% féminin. Tu es également présidente de Bouge ton groupe, qui propose des dispositifs d'accompagnement, de formation et d'ateliers pour favoriser l'égalité professionnelle. Tu es une influenceuse, une LinkedIn Top Voice. Tu es une référence parmi les femmes entrepreneuses, reconnue d'ailleurs par le magazine Forbes en 2020. Et tu es également chevaleresse de l'Ordre national du mérite. De ton côté, Kéra, tu es coach et conférencière, tu es experte en accompagnement des dirigeants et tu œuvres toi aussi pour l'égalité femmes-hommes avec une expertise au regard du leadership au féminin, notamment à travers un programme de transformation que tu nommes le Feminine Leader. Alors bienvenue à toutes les deux, merci pour votre participation et votre présence. C'est parti pour un joli moment de partage tous ensemble. Alors la première question que je te pose, Kéra, finalement le 8 mars, d'où ça vient cette date clé pour célébrer les droits de la femme? Et à ton avis, quelle est son importance dans le contexte actuel? Alors je vais être honnête, le 8 mars, je m'étais jamais posé la question de savoir d'où venait cette date. Et donc je suis allée voir hier soir pour essayer de comprendre. C'est pas une date de sorcière en fait. Il semblerait que la première, c'est en 1857, le 8 mars, aux États-Unis, il y a eu un long cortège de femmes, de chemisières qui ont manifesté dans un état de pauvreté, de difficultés très très fortes. Et en fait, elles ont envahi les rues en masse pour demander les mêmes droits, le même salaire que les tailleurs. Et il semblerait en fait que cette date se soit propagée un peu partout en Europe. On la retrouve par exemple dans des manifestations, c'est en 1910 en Islande, où pareil, les femmes viennent redemander des droits et une forme d'égalité de salaire. Il faut savoir que l'égalité de salaire en France, elle date de 1944, c'était hier. Pendant très longtemps, dans la majorité des pays occidentaux, les salaires féminins étaient considérés comme des salaires d'appoint. Donc ce 8 mars, en fait, c'est une date clé où il y a eu des manifestations. Et c'est l'ONU qui, en 1975, va en faire la Journée internationale du droit des femmes, qui va être célébrée dans tous les pays. Est-ce que c'est vraiment une célébration? En fait, c'est la question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, très clairement, cette date, elle est essentielle, parce qu'on voit que les avancées au niveau des femmes se font quand même très très lentement. Si on se dit qu'il y a eu une manifestation pour que des chemisières aient le même salaire en 1857 et qu'aujourd'hui, en 2024, on observe encore des différences de salaire qui sont en moyenne de 20% et qui vont monter jusqu'à 35% pour des exécutives, c'est-à-dire au plus haut niveau, là où elles sont les plus compétentes, les écarts de salaire sont les plus importants, on voit là que ce n'est pas un problème ni de compétences, ni de temps partiel. Il y a vraiment aujourd'hui la nécessité de pouvoir combler ces gaps. Et toi, Marie, as-tu quelque chose à rajouter?
Je trouve ça fantastique tout ce que Kéra a expliqué parce que moi non plus, je ne connaissais pas bien l'origine du 8 mars. Et comme tu dis, on n'est pas sorti d'affaires parce que ça a débuté il y a plus de 170 ans et c'est toujours problématique. Après, c'est important de rappeler cette journée qui est la journée internationale, donc ça concerne vraiment tous les pays, des droits. Parce que souvent, et notamment dans les années 2000 et 90, on entendait beaucoup parler de la journée de la femme. Et encore aujourd'hui, des fois, je vois c'est la journée de la femme, on va offrir des fleurs et du chocolat. En fait, non, c'est la journée de nos droits pour qu'on ait l'égal accès aux droits. Et donc, c'est très important de dire des droits, tout comme c'est très important de dire des femmes. Parce qu'on dit souvent la femme, et en fait, il n'y a pas une femme, on est multiples, on est toutes différentes. Et donc, cette journée, elle est importante de prendre dans sa globalité la journée internationale des droits des femmes. Et là, c'est bon. Là, on est sur le bon sujet. Et ce que j'observe aujourd'hui, alors même si c'est de moins en moins accepté, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des organisations vont agir le 8 mars. C'est très rare une organisation qui ne va rien faire, qu'elle soit privée ou publique, pour le 8 mars. À minima, il y a un discours. À minima, il y a un édito, il y a quelque chose. Mais ce sur quoi il faut faire vraiment attention, c'est que ça ne doit pas être de la cosmétique. Ça ne doit pas être de la communication. C'est sérieux. Ça entraîne derrière toute la société. Ça va transformer toute la société le jour où il y a une réelle égalité. On n'y est pas, les chiffres le prouvent, Kéra l'a rappelé, il y a du chemin à faire et on ne peut pas se contenter d'une opération de communication le 8 mars. Il faut absolument mettre en place un plan d'action, des objectifs et des moyens en face. Parce que souvent on a l'impression que ça va arriver comme ça, avec la force du bénévolat et bien sûr quelques femmes qui vont s'emparer de ce sujet. Or, il faut des moyens pour que ça marche, c'est comme toute transition. Et deux, ça ne concerne pas que les femmes. Souvent, j'entendais un homme qui disait avec la plus grande bienveillance, mais moi, l'égalité, ça me concerne pas trop. Mais non, l'égalité, ça vous concerne autant les femmes comme les hommes. L'égalité, c'est bien ensemble. Donc, à partir du moment où chacun est sensibilisé, on peut agir. Et le 8 mars, c'est la journée où on est sensibilisé le plus. Alors, on voit Kéra et Marie que vous êtes des femmes très très engagées et je vous remercie pour ça. Mais j'aimerais bien comprendre comment votre période personnelle vous a-t-elle motivé et l'une et l'autre à vous engager pour l'égalité des genres. À un moment, j'étais journaliste à Radio France Internationale et j'animais en remplacement une émission sur les droits des femmes. Et donc, je voyais les problématiques liées aux droits des femmes dans le monde entier, les viols comme arme de guerre, les excisions, enfin tous ces sujets-là. Et je me posais pas la question en France, mais vraiment pas du tout. Et puis, au fur et à mesure du travail que j'ai pu faire, d'abord en créant le réseau d'entraide Femmes de Bretagne, j'ai commencé à regarder les chiffres, j'ai commencé à comprendre les biais. Et là, j'ai vu tous les biais que j'avais encore et que j'ai toujours, hein, j'en ai encore toujours, mais j'ai pu rétrospectivement me dire, mais ça c'était un stéréotype, un biais, ou il y a une barrière là, ou ça c'était un schéma mental. C'est-à-dire, je découvre des choses et je les transforme dans ma vie. Ça va plutôt dans ce sens-là en fait. J'ai pas eu une illumination et après j'ai tout changé. Non, j'ai avancé en même temps. Alors moi, à la base, comme Marie, j'avais pas du tout de conscience féministe. Je suis ingénieure, j'ai eu une carrière qui était plutôt dans un univers très masculin, très mathématique, très scientifique. Et même, j'avais plutôt une vision très négative du féminisme. Dans ma perception, je voyais des mouvements agressifs, râleurs. Mon passage, pour le coup, ça a été une prise de conscience très forte le 13 novembre 2015. Ce soir-là, j'aurais dû être à la Belle Équipe avec ma fille pour boire un verre avec mes amis. Et puis, on a changé d'avis. Je suis allée dîner chez une amie, sur la terrasse d'une amie qui habite en face du Bataclan. Et ça a été une des soirées, on sait tous où à peu près on était ce soir-là quand on habite à Paris. Et en revenant chez moi le lendemain matin, en prenant conscience aussi de ce qui s'était passé, moi je suis d'origine algérienne, j'ai eu vraiment le sentiment que c'est nos enfants qui étaient dans la rue et qui nous ont tiré dessus. C'est cette violence qui est systémique en France et je me suis dit, tiens,
C'est le moment de re-questionner tout le système, de mettre de l'argent dans l'école, de mettre de l'argent dans la santé, de vraiment recréer une coopération, une collaboration. Et puis quand j'ai vu les décisions qui ont été prises, qui ont souvent été des décisions de la colère, parce que on est parti ailleurs en fait, on s'est retrouvé, on a envoyé des forces et de l'argent en Syrie et ailleurs. Ça a été une prise de conscience énorme parce que je me suis dit d'abord ce sont des décisions de la colère et deuxièmement ça m'a tellement sidérée que je me suis dit mais c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. C'était une évidence pour moi que ces décisions qui avaient été prises, c'était du fait qu'il n'y avait pas de femmes. Et en commençant à faire des recherches, je me suis rendu compte, ben oui, qu'au plus haut niveau, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, dans tous les systèmes de pouvoir, les femmes, elles sont quasiment absentes. Et que ça contribue à créer ces phénomènes de crise. Moi, je suis née dans les années 70, j'ai l'impression qu'on est en crise constante depuis. Et j'ai le sentiment que cette absence des femmes est vraiment un des moteurs de ces situations. Voilà. Et ça, vraiment, à ce moment-là, je ne savais pas trop comment j'allais faire et où j'allais aller, mais je savais que mon ambition serait de travailler dans cet univers-là et de contribuer à faire évoluer les femmes pour qu'elles prennent leur place à la table des décisions. Voilà. Chiara l'a très justement rappelé, il n'y a pas de femmes dans les positions de pouvoir dans tous les domaines, que ça soit économique, politique, soit dans le domaine de la santé, alors qu'il y a énormément de femmes dans le domaine de la santé, mais quand on monte, il y a plus grand monde. C'est pareil dans le domaine de l'éducation, de la justice. On dépasse jamais 15 à 20% de femmes. En fait, aujourd'hui, on ne compte pas. Parce que le tipping point, c'est-à-dire le moment de bascule, un groupe ne compte au sein d'un autre groupe que quand il atteint 30% de ce groupe majoritaire. 30%. Et nous, aujourd'hui, si on n'est que 15 à 20% dans les instances dirigeantes partout, mais c'est pareil en politique, en fait, c'est comme si on ne comptait pas. On a, je crois, 9% de femmes CEO dans le monde. Enfin, c'est rien du tout. Et ça a des conséquences absolument dans tous les domaines. Par exemple, si on prend la paix. Si on imaginait un monde avec autant de chefs de gouvernement femmes et hommes, avec autant de femmes et hommes dans les négociations de paix, est-ce que le monde ne serait pas différent? Aujourd'hui, on est autour de 8% ou 9% de chefs d'État femmes. C'est pareil à la tête des plus grandes villes de France et du monde. Très peu de femmes. Est-ce que la ville ne serait pas différente si elle avait été conçue tout autant par les femmes que par les hommes? Et en fait, ça fait très peu de temps qu'on est dans des positions de pouvoir. Donc finalement, notre incidence, elle est très faible. Ce lien-là, on peut le faire aussi avec l'environnement. Même au GIEC, qui pourtant devrait être le groupe intergouvernemental sur ces questions-là, qui devrait être exemplaire, on n'a que 30% de femmes. Donc on commence tout juste à compter. Et on sait que plus il y a de mixité, plus il y a de femmes dans un groupe, à tous les niveaux, plus il y a de prise en compte de la RSE et de l'environnement. Par exemple, au niveau micro-local, quand il y a tout autant de femmes que d'hommes dans un village, par exemple, et ça c'est beaucoup étudié dans les pays du Sud, moins dans les pays du Nord, bizarrement, et on se rend compte que la prise en compte de l'environnement, du vivant, elle est beaucoup mieux gérée quand le groupe est mixte. Dans un grand groupe, quand les COMEX sont les plus féminisés, donc quand ils sont davantage mixtes, on se rend compte qu'il y a plus de prise en compte de la RSE. Et pareil pour au niveau international, les parlements les plus mixtes sont ceux qui vont davantage ratifier les traités environnementaux. Donc on voit bien que c'est le lien entre femmes et environnement, il n'est pas encore tout à fait compris. Le lien entre femmes et paix, on commence à le percevoir, mais c'est pas pour ça qu'on agit. Le lien entre plus de femmes, plus de mixité et plus de performance économique, ça y est, on commence à le comprendre. On l'a conceptualisé, mais on l'a pas encore vraiment mis en marche. Enfin, on est au début et en même temps, le temps presse. Il y a urgence quand on voit les enjeux environnementaux et sociaux, sociétaux et de démocratie. C'est une question de survie pour nos entreprises, mais surtout pour l'humanité. On a besoin de cette mixité. Donc moi je rebondis sur ce que Marie a dit et sur lequel je suis complètement en phase. Je pense qu'il y a un très grand paradoxe aujourd'hui
dans l'évolution des femmes. Le fait qu'en moins de 50 ans, parce que notre émancipation, elle est toute récente, en moins de 50 ans, les femmes, elles ont fait une révolution. On est passé de femmes qui n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire ou un travail sans l'autorisation de leur mari, à aujourd'hui, 50 ans après, les femmes, elles sont majoritaires dans les grandes écoles, les universités. Elles ont la capacité de pouvoir créer la vie qu'elles veulent, mariées, divorcées, en couple, avec une femme, avec un homme. Elles ouvrent, elles développent, elles créent 3 fois plus d'entreprises que les hommes. Mais quand il s'agit d'influencer le monde, de participer aux décisions du monde, on n'est pas là. Et en fait, la raison, elle est liée à notre histoire. On est la toute première génération de femmes qui a la possibilité, ne serait-ce que de choisir nos vies, de partir en vacances seules, sans un chaperon pour les plus chanceuses d'entre nous. On est la toute première génération de femmes à avoir la possibilité de participer à ces 3 systèmes de pouvoir dans lesquels on a été absente, le système politique, le système économique et le système religieux dans lequel on n'est toujours pas d'ailleurs. Et en fait, parce qu'on a eu très peu de droits durant toute notre histoire, on a intériorisé des puissants mécanismes qui vont nous casser la confiance en soi, désamorcer l'estime de soi, en tout cas la rendre plus faible, dans des situations d'autorité ou de visibilité quand on va agir au sein de ces systèmes. Ce sont des mécanismes réactifs, conditionnés. On n'en est pas responsable parce que pendant très longtemps, on est resté en dehors de ces systèmes de pouvoir par l'utilisation de la force et de la violence. Donc on a mis en place ces réactions défensives qui vont faire qu'on va s'invisibiliser plus facilement, qu'on va avoir des difficultés à donner son avis, à exprimer une opinion, à se sentir en sécurité pour le faire. L'ambition aujourd'hui, ça va être de travailler sur ces mécanismes qu'on a intériorisés parce que c'est des profonds obstacles aujourd'hui qui nous maintiennent silencieuses dans l'espace public, invisibles, alors même que les femmes, elles ont développé des capacités et des potentiels assez incroyables. On le voit d'ailleurs, il y a plein de numéros 2 incroyables, mais quand il s'agit d'être sur la première ligne, bam, nos capacités, elles se désamorcent. Donc l'ambition, ça va être d'en prendre conscience. Et pour moi, le deuxième obstacle, c'est l'isolement. C'est cette difficulté à rechercher de l'aide, à être en groupe, à travailler ensemble, à s'appuyer sur des réseaux, à développer du networking, parce que les femmes, très souvent, en milieu professionnel, elles vont privilégier l'opérationnel, parce que ça fait des millénaires, notre sécurité, on l'assure par notre utilité, ce qui peut mettre beaucoup de femmes en situation de grande difficulté, et puis où personne voit nos potentiels. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Kéra, c'est tout à fait juste. Et souvent, on me demande c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat porté par les femmes ou par les hommes. La seule vraie différence, c'est le manque de réseau. Les femmes ne vont pas réseauter. Les hommes vont réseauter de manière formelle ou informelle. Ils vont toujours réseauter. Ça peut être une bière, hein, ça peut être aller faire un foot, c'est des choses comme ça. Et nous, en fait, comme tu l'as bien dit, Kéra, on est focus opérationnel, résultat, et on pense pas à réseauter. Et les réseaux, c'est pas seulement avoir des opportunités et trouver un nouveau poste. Un réseau, ça va être avoir quelqu'un de confiance, un collectif de confiance sur lequel s'appuyer, qui va nous encourager, qui va nous dire mais oui, c'est super, mais c'est extra que tu aies fait ça. Et est-ce que tu as pensé à aller voir un tel? Et pour ce client-là, pourquoi tu lui réponds pas ça? Et surtout, les réseaux peuvent être très structurés et organisés pour faire en sorte que vous développez votre stratégie, vos compétences, votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur ou votre portefeuille de clients quand vous êtes salarié. Tout est possible. Donc le réseau, c'est vraiment des alliés. Et nous, les femmes, on n'a pas encore réussi à être ensemble. On est très éparpillés. Non, c'est des conditionnements inconscients. Ça va par-delà notre volonté et notre détermination. Ces conditionnements inconscients, ils vont faire qu'au moment où on va sortir pour justement aller à la rencontre des autres ou autre, il y a cette petite voix tyrannique qui va se mettre dans notre tête et qui va nous dire « t'as pas autre chose de mieux à faire et est-ce que tu as fait ça ?» On va prendre du multitâche, on va constamment, notre sécurité, la valider par le fait de servir les autres. Et donc c'est vraiment des conditionnements inconscients qui font qu'on s'éloigne de ces capacités qui vont nous ouvrir des portes. Vraiment, la fois où les femmes ont réussi à être ensemble, c'était en Islande, en 1975. C'est l'année de ma naissance en plus. Toutes les femmes
en Islande sont descendues dans la rue de façon pacifique et elles ont refusé de faire quoi que ce soit à la maison ou au travail pendant toute une journée. Et en fait, le pays s'était arrêté. Il n'y avait plus de compagnie aérienne, il n'y avait plus d'opérateurs téléphoniques. Les maris ont dû s'occuper des enfants, faire à manger. Enfin, il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans le pays. Et quelques mois après, il y a une première loi en faveur de plus d'égalité en Islande. Et un an après, je crois, ou peu de temps après, il y a eu la première femme à diriger un pays qui a été élue dans le monde et c'était en Islande. Je voulais juste confirmer ce que vous partagez par rapport au leadership au féminin, à l'entrepreneuriat au féminin, puisque moi, par exemple, avec You and Me, en tant qu'entrepreneur, bah, du coup, je suis épaulée par mon mari qui a une vision complètement différente, qui me pousse à être justement plus visible et en tout cas à réseauter. Et quand tu disais bah, tout à l'heure, bah, le réseautage pour les femmes, c'est plus compliqué parce qu'on a cette petite voix-là, c'est le réseautage de dire, mais en fait, être capable de parler de soi. Et effectivement, parler de soi en tant que femme, c'est moins évident que quand on est un homme où on a effectivement été habitué voilà, avoir une autre place par rapport à la société. Et puis par rapport à ce que tu disais, Marie, j'avais lu aussi que leadership entre entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat masculin, la différence, comme tu l'as dit, mais c'est aussi il y a le réseautage, le réseau, et aussi que l'entrepreneuriat au féminin, c'est un entrepreneuriat un peu plus responsable. Et j'avais juste envie de mettre en lumière cette complémentarité. Quand tu parlais tout à l'heure de l'humanité, on a besoin, c'est urgent, c'est maintenant, etc. C'est de remettre en lumière cette égalité au bénéfice de la complémentarité qui est nécessaire à la survie de l'humanité, à la survie des entreprises, à la performance aussi. C'est très difficile de se rendre visible. Et c'est pareil pour les entrepreneurs qui ont effectivement un temps d'avance sur tout ce qui est RSE et impact, mais sans le dire, parce que nous les femmes, on a été habituées à nous mettre un peu en retrait, derrière, à surtout pas nous mettre en avant, parce que du coup, c'est perçu comme de la vantardise. Mais c'est pas de la vantardise, c'est inspirer, c'est rayonner et c'est montrer que c'est possible de faire différemment. Et c'est très important pour nous les femmes de nous rendre visibles, parce que je vais donner un seul chiffre. Dans les personnalités les plus médiatisées dans notre catégorie, business, patron, ce dont on parle actuellement, le monde économique, il y a 1% de femmes médiatisées. Donc c'est urgent, c'est vraiment de l'intérêt général de se rendre visible parce qu'on a toutes les autres derrière qui du coup vont pouvoir s'identifier et nous aussi s'identifier à elles en fait. Ouais. Je voulais donner une info par rapport à ça parce que je trouve que c'est important aussi de rappeler comment le cadre social et sociétal impacte sur notre invisibilité. Donc par exemple, il y a une étude qui a été faite par l'INA qui a évalué 700 000 heures de programmes TV et radio. Et là, on a découvert en fait que le temps de parole était divisé entre 70 pour les hommes, 30 pour les femmes. C'est vrai dans toutes les émissions, toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio. Et on découvre dans le rapport du HCE sur la digitalisation qu'on retrouve également ces pourcentages encore plus faibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux où les femmes sur YouTube et autres sont très peu représentées. Et quand elles sont représentées, c'est dans des situations hyper violentes ou hyper dégradantes. Les études montrent aussi qu'on va donner plus facilement la parole à des hommes parce qu'on pense que les femmes sont des pipelettes, que les femmes parlent plus. Donc on va leur donner moins la parole et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a moins développé cette compétence qui est de prendre la parole en public, qui est de se sentir légitime pour exprimer une opinion, même si on n'est pas sûr de l'opinion, qui est cette capacité à pouvoir penser en parlant, comme le font beaucoup d'hommes. Et ça, c'est super important en fait que petit à petit, on développe cette compétence et que même on agisse au sein des universités et des écoles pour mettre en avant et en lumière ce biais qui fait qu'on va donner moins la parole aux filles, qu'une fille qui prend trop la parole, qui s'exprime trop, elle va avoir une popularité négative, et faire en sorte que les femmes et les jeunes filles, elles accèdent à cette compétence. Et là, la visibilité, elle pourra se développer beaucoup plus facilement et que cette compétence, elle soit une compétence de la parole et pas seulement de l'image. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est valorisé chez les jeunes femmes, c'est plutôt le côté selfie où on se montre belle et responsable, qui correspond à un modèle, mais pas dans cette parole, dans cette vision, alors que 90% des femmes, et moi je le vois au niveau de mes clientes, aujourd'hui, on a beaucoup de leaders visionnaires aujourd'hui au niveau des femmes qui veulent utiliser leur potentiel et leur savoir-faire pour pouvoir développer des projets à impact, pour contribuer à une société qui va mieux.
Et ça, c'est vraiment très, très fort au niveau des femmes. Et d'ailleurs, merci de préciser ça, Clara, parce que effectivement, à titre personnel, dans l'évolution que j'ai pu avoir par rapport à une notoriété qui m'a un petit peu tombée dessus, en fait, je n'avais pas de réseau. Et le réseau s'est développé un petit peu malgré moi. Et je vois vraiment la différence entre avoir du réseau, ne pas avoir de réseau, prendre la parole, ne pas prendre la parole. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Sauf que il y a des barrières mentales très fortes. Oui, mais comment je m'exprime? Oui, mais est-ce que être entendu? Oui, mais vestimentairement, comment faut-il s'habiller? Oui, mais par rapport aux hommes, quand ils nous coupent la parole, comment réagir, etc. Bref, en fait, on se met soi-même des barrières avant même d'essayer. Et justement, il me semble vraiment, vraiment essentiel que les femmes prennent aussi le pouvoir par la prise de parole. La prise de parole au public, par le théâtre, par les médias, par les réseaux sociaux. Donc vraiment, si vous en avez envie, je vous incite à le faire. Ouais, carrément. Et par du travail sur soi, il y a une partie en fait qui est aussi de l'ordre du travail sur soi pour désamorcer ces mécanismes et se permettre justement de pouvoir apprivoiser ses peurs et passer à l'action. Et le groupe pour ça est vraiment essentiel parce que c'est clair que ça permet aussi de donner énormément de courage et de confiance parce qu'on va prendre des objectifs juste après la zone de confort. Et quand on le fait en groupe, c'est plus facile d'aller faire son post sur LinkedIn ou sur Instagram, de faire sa prise de parole, d'avoir du feedback aussi positif. Les femmes, elles ont très peu de feedback parce que comme on ressent de la honte quand on est dans les situations un peu d'échec ou de difficulté, on ne demande pas de feedback et on nous en donne moins. Donc le groupe, ça apporte du feedback, c'est des groupes de soutien, des groupes généreux qui m'apportent des ressources, qui m'apportent du feedback et qui vont me permettre de pouvoir passer à l'action, de tomber, de recommencer. Et on est des pionnières et on va y arriver. Et comme moi, par exemple, Virginie, j'aurais jamais osé aller dans un réseau avant. Mais jamais. Parce que j'avais cette barrière où j'imaginais que c'était... il fallait montrer ses muscles, montrer qu'on sait tout bien faire, etc. C'est pour ça que j'ai créé tous ces réseaux. Et c'est des réseaux qui sont structurés, comme l'a dit Kera, c'est vraiment des collectifs sur lesquels on peut s'appuyer. Et on peut venir dans ces réseaux avec rien, juste son pitch, c'est-à-dire le pitch de sa carrière, de son service ou le pitch de son entreprise. Et derrière, tout est structuré pour que justement il n'y ait pas de mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. En fait, on arrive et tout de suite c'est bienveillant et structuré pour qu'on ressorte avec soit des compétences, soit du chiffre d'affaires, soit du réseau. Mais c'est vraiment fait pour ça. Quand je me rends, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Virginie, c'est lors de la soirée Forbes, quand je me rends dans des endroits où je connais quasiment personne, je vais voir les personnes qui sont toutes seules aussi. Et je vais leur dire ah bah vous aussi vous connaissez personne. Et du coup ça engage la conversation. Donc dans le pire du cas, c'est toujours bénéfique d'aller dans un réseau parce qu'il y aura probablement au moins une personne qui sera dans la même situation que vous. Et puis sinon il faut aller dans des réseaux bien structurés où là vous êtes sûr que tout va être déroulé pour vous en tiriez le plus grand bénéfice. Mais moi non plus, j'aurais jamais, au démarrage, j'aurais pas imaginé oser aller dans un réseau. Je pense qu'il est aussi important de rajouter un élément, c'est que les femmes ont tendance à sous-estimer la sororité. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cette sororité, vu qu'il est sur le terrain, et que la sororité existe vraiment ou pas. Alors la réponse c'est un grand oui, Virginie. Parce que quand j'ai commencé à créer les réseaux, on m'a dit ah mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec les bonnes femmes qui vont se crêper le chignon et qui vont parler maquillage et sac à main. Et en fait, ça a jamais été le cas. On a une image des femmes qui vont parler de choses futiles quand elles sont ensemble, ou alors ça va être quelque chose en opposition aux hommes. Et on n'imagine pas qu'elles se retrouvent pour parler de leur carrière, ou pour parler de business, ou de stratégie. Et aujourd'hui, tu vois, avec Bouge ta boîte, on est dans 150 villes, on fait 5000 réunions de travail par an. On n'a quasiment jamais eu de soucis de crépage de chignon. C'est un mythe, ça n'existe pas. En revanche, ce que j'entends souvent, c'est que oui, mais les femmes ont été les plus dures envers moi, mes femmes managers ou les femmes dirigeantes. Et en fait, il est vrai que, et encore un peu maintenant, mais de moins en moins, les femmes qui ont accédé aux postes de pouvoir ont dû adopter des codes
les seuls codes existants et acceptés, des codes masculins très durs, pour pouvoir être acceptés, pour pouvoir être cooptés, pour pouvoir gravir les échelons. Et donc, souvent, elles sont restées dans cette position-là. Et je discutais avec Elisabeth Moreno, que vous connaissez, qui est notre ancienne ministre à l'égalité, qui a dirigé les plus grands groupes de la tech. Et je lui disais, mais Elisabeth, est-ce que vous, à un moment, vous avez dû vous transformer, n'êtes pas vraiment ce que vous êtes réellement, pour être acceptée dans votre milieu professionnel? Et elle m'a dit oui. Elle a dit, j'avais pas le choix. Mais le jour où je me suis rendu compte que même en étant comme eux, entre guillemets, j'avais toujours ce plafond de verre, j'ai décidé d'être moi-même, ça me demandait beaucoup moins d'énergie et de temps. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vois de plus en plus de femmes, notamment en poste de direction, qui sont elles-mêmes. Et quand nous, on a la possibilité d'être vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire pas en singeant des codes qui ne nous correspondent pas, mais en étant vraiment nous-mêmes, là, on invente des nouvelles façons de collaborer, des nouvelles façons de travailler, et là, la sororité est là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas encore mesuré la puissance. On n'a pas mesuré à quel point on pouvait être puissante ensemble. Et ça, c'est la prochaine étape. Alors justement, c'est la prochaine question pour toutes les deux. Finalement, ça fait le lien avec cette transition. Quelle est votre vision au regard de l'avenir du droit des femmes en France et dans le monde? Et quelles sont les étapes, les actions à mener selon vous pour y parvenir? Moi, je voulais rajouter un petit truc sur la sororité, si on a quelques minutes encore, si c'est possible. Parce que Virginie, elle sait comment j'aime les histoires. Et justement, j'ai une hypothèse historique pour expliquer, parce que on a quand même cette compétition entre les femmes. Et je crois que cette compétition entre les femmes, c'est aussi un résultat d'un système de pouvoir patriarcal et masculin. On regarde quand même entre nous le physique, la beauté, et parfois ça nous met en danger, ça nous crispe. Voir une belle jeune femme autour de nous, enfin, tout ça peut créer des phénomènes de mise en danger, pareil inconscients, dont très souvent on n'est pas fier. Et en fait, l'hypothèse que j'ai, c'est que dans notre histoire, les femmes, elles ont vécu beaucoup de situations de grande violence. Et en Europe, par exemple, si on reprend l'épisode de la chasse aux sorcières, qui est quand même un immense féminicide qui va durer 4 siècles, qui va commencer au moment de la création de l'imprimerie. L'un des premiers livres qui va être imprimé par Gutenberg, c'est le Malleus Maleficum. Il va être imprimé, tenez-vous bien, à 30 000 exemplaires. C'est un best-seller encore aujourd'hui, un écrivain qui fait 30 000 exemplaires, c'est juste énorme. Pendant 4 siècles, les femmes, souvent celles qui auront le plus de biens, le plus d'éducation, vont être pourchassées, torturées, on va prendre leurs biens. Ce qui est écrit dans le Malleus Maleficum, c'est que pour reconnaître une sorcière, c'est génétique. C'est-à-dire qu'une femme qui a été identifiée comme sorcière, tout le reste de sa lignée féminine est sorcière. Il faut savoir aussi que dans celles qui vont être torturées comme sorcières, il y a aussi beaucoup de femmes très très belles, intelligentes, un peu visibles, qui, lorsqu'elles se font agresser sexuellement ou attaquer, si elles déposaient plainte contre leur agresseur, eh ben, il suffisait de les dénoncer comme sorcières pour plus avoir de problème et pour qu'elles soient assassinées. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va voir dans sa famille une jeune femme ou une jeune fille ou une enfant qui commence à développer un peu trop de caractère, à être un peu trop visible, à un peu trop prendre sa place? Elle va mettre en danger tout le reste de la lignée de femmes. Donc on va éteindre sa brillance, éteindre sa visibilité, éteindre son intelligence, pour ne pas faire en sorte qu'elle mette en danger tout le reste de la lignée de femmes. Et ça, ces traumatismes, en fait, on les a intériorisés en nous, et sans le savoir, on se retrouve à être méfiantes les unes par rapport aux autres, à demander peu de soutien, à peu échanger, à faire en sorte que la beauté de l'une peut nous mettre en danger. On va être dans des phénomènes de comparaison, pas se soutenir, et c'est des phénomènes archaïques. Et ce que disait Marie, et que je trouve puissant, si toutes les femmes du monde se coalisaient pour se dire « Allez, on change le monde », parce que là, c'est un peu quand même le bazar, écologiquement, c'est n'importe quoi, financièrement, c'est vraiment le bazar. En combien de temps, compte tenu des compétences qu'ont les femmes aujourd'hui, on pourrait changer le monde ? Et ça, Kéra, c'est, je crois, la clé de la survie de l'humanité. C'est que nous, les femmes, on arrive à être ensemble.
Mais comme tu l'as dit, c'était mal perçu individuellement dans les lignées, etc., de se mettre en avant, de se rendre visible. Mhm. Et les réunions de femmes elles-mêmes ont été très très mal perçues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent dans les cercles du réseau Bouge ta boîte ou même Femmes des territoires, elles doivent toujours justifier pourquoi elles se réunissent Mhm. entre femmes. Alors que quand on voit un groupe d'hommes ensemble, on se dit, bah, ils font du business. On se dit pas, ils sont en train de comploter contre les femmes. Et en fait, pourquoi ça? Parce que longtemps, et notamment en France, les réunions de femmes ont été interdites. Juste après la Révolution, ça a été interdit. Et après, dès qu'il y avait des réunions de femmes, c'était pour réclamer des droits supplémentaires. Et qu'est-ce qu'elles vont nous inventer encore? Donc les réunions de femmes ont été perçues dans notre inconscient collectif comme dangereuses. Et nous, les femmes, on n'a pas tellement envie de s'associer à je suis contre les hommes ou je suis dangereuse. D'ailleurs, 99% des femmes que je connais ne sont pas en opposition, ne sont pas contre les hommes, mais on veut l'égal accès aux droits, les mêmes droits en fait, hein. Donc c'est la mixité qui compte. Et donc dans notre inconscient, on doit justifier tout le temps pourquoi on se réunit entre femmes. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Alors aujourd'hui, c'est accepté dans le domaine personnel d'aller faire du shopping ensemble, d'aller faire un dîner ensemble, ça c'est accepté. Dans le domaine économique ou politique, ce n'est pas encore accepté. Mhm. Et c'est pourtant la clé. Ouais. Et en fait, pour répondre à ta question, Aurélie, en termes de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir développer le droit des femmes, c'est qu'on doit s'approprier notre histoire. S'approprier son histoire, c'est prendre le pouvoir. Savoir pourquoi on a ces phénomènes inconscients qui font que nos capacités vont se diminuer, qu'on va vivre dans certaines situations de l'anxiété, du manque de confiance, de la jalousie, de la méfiance, pour pouvoir réécrire son propre récit. Parce qu'en fait, si on attend que le monde change et que tout d'un coup on nous autorise à nous développer, à nous voir différemment, à travailler ensemble, à développer des entreprises, à gagner beaucoup plus d'argent, à évoluer pour prendre des décisions, faut pas rêver. Les femmes aujourd'hui, elles font 90% du travail mondial, elles sont payées à 2%. Je veux dire, personne ne va venir changer le monde pour nous. À nous maintenant de nous réapproprier notre histoire et de transformer notre récit. Et ça, c'est super important. Et ça passe par un travail sur soi et après un travail sur la communauté. Et on a tout à fait les capacités de le faire. Je pense que ce travail des femmes rayonnera sur les hommes aussi, c'est-à-dire que il y a ce côté, non pas sectaire, d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, non, encore une fois la mixité, la complémentarité. Et plus les femmes évoluent et reprennent le pouvoir, hein, comme tu disais, Kéra, sur leur propre histoire, plus ça vient impacter inconsciemment et consciemment les hommes sur une autre façon de guider les choses et faire un bout de chemin ensemble en fait. Très souvent, j'entends il faut inclure les hommes. Je trouve que ça aussi, paradoxalement, c'est un retournement de récit, mais qui est dingue. Parce qu'en fait, si on reprend les chiffres de Marie, 91% d'hommes à la tête des entreprises mondiales, 85% d'hommes dans les COMEX, les comités exécutifs. En politique, on est aussi à peu près dans ces pourcentages-là. En fait, c'est pas les femmes qui doivent inclure les hommes, c'est les hommes qui doivent inclure les femmes. Les femmes aujourd'hui, c'est elles qui font 90% des métiers du care, c'est elles qui prennent soin de la communauté, c'est elles qui sont là pour faire 90% aussi du travail à la maison. On ne peut pas dire qu'il y ait des mouvements féministes sectaires. Le féminisme, c'est un humanisme. Les femmes, elles sont là partout. Les femmes, ça fait des millénaires qu'elles ont inclus les hommes. C'est le contraire maintenant. C'est que les hommes, pour faire en sorte de créer un monde ouvert, généreux, ouvert à tous, qui prend soin aussi de son environnement, ils doivent apprendre à inclure les femmes. Et la question aujourd'hui, elle est là. Comment les hommes peuvent inclure et apprendre à inclure les femmes et se sentir en sécurité pour le faire? Être plus à même de partager, d'être généreux. On parle de paix là, hein, de paix, d'équité, de liberté. Le jour où il y aura une réelle égalité femmes-hommes, ça enlèvera tous les carcans de tout le monde finalement. Parce qu'on pourra être chacun soi-même avec ses spécificités. Parce qu'on est tous différents, hein. Deux femmes peuvent être aussi différentes qu'un homme, une femme, que deux hommes entre eux. Enfin, on est tous différents. On a tous et toutes des spécificités. Mais cela ne peut arriver que le jour où il y a une réelle égalité entre les deux moitiés de l'humanité. Et ensuite, ça enlèvera les carcans de tout le monde. L'égalité femmes-hommes, pour moi, c'est vraiment le fondement de toutes les transformations de notre société.
quel serait le message que vous auriez envie de transmettre à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes pour inspirer les femmes et les filles à travers le monde? 2 mots. Unissez-vous, unissons-nous, soyons ensemble et fiers de ce qu'on est et avançons pour une autre société ensemble. Et moi, je dirais, les potentiels, les aspirations que vous sentez en vous sont réels. C'est les graines de votre destin. Ne lâchez pas. Ce que vous sentez en vous, c'est ce que vous pouvez faire dans la vie. Et on a besoin aujourd'hui de femmes à tous les niveaux pour nous illuminer, nous faire briller et pouvoir avancer vers un monde plus paisible. Et j'ai envie de rajouter une phrase de Christine Lagarde. Quand une femme se lève et brille, c'est le savoir, elle se lève pour toutes les femmes. Et allez, je finis par une phrase aussi, soyez vous-même. C'est surtout ça aussi la clé de pouvoir être soi, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous uniques. C'est ça la clé de la diversité, de la mixité, de la réussite. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Kéra, merci Virginie aussi. On se retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant, si vous avez aimé ce sujet, si vous avez aimé partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à notre chaîne Unie dans la diversité. Merci à vous, merci beaucoup.